Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 août, soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Le ministre d'État vient d'organiser une conférence de presse ce mercredi en fin de matinée. Parmi les thèmes abordés, les négociations avec l'Union européenne, le Gréco, Moneval, nous ferons le point dans quelques instants. Les jeunes, nouvelle cible de l'industrie du tabac avec des cigarettes électroniques attractives, une véritable porte d'entrée vers le tabagisme. Nous en parlerons avec le président de l'Alliance contre le tabac, Loïc Josserand. Le président de la Société nautique de Monaco présentera le bilan de la saison lors des différentes compétitions d'aviron et peut-être aussi de la complexité de s'entraîner l'été avec les va-et-vient des plaisanciers. Nous reviendrons sur la dernière date du Théâtre du Fort-Antoine avec la pièce Le Beau Monde. Une future civilisation revient sur ce qu'était le XXIe siècle. Et enfin, nous vous présenterons la success story de la marque monégasque de vêtements féminins Diana d'Orville qui désormais rayonne à travers le monde. Je vous le disais en titre, prenons tout d'abord la direction de la résidence du ministre d'État où s'est tenue, en ce début du mois d'août, une conférence de presse. Pierre Dartout a ainsi fait le point sur plusieurs sujets liés à l'actualité, des sujets qui seront aussi au cœur de la prochaine rentrée. Sandrine Nègre, bonsoir, vous étiez sur place. Que faut-il retenir de cette conférence de presse ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Eh bien tout d'abord, il a été question de Moneval. Le texte a été adopté lundi soir au Conseil national, nous l'évoquions d'ailleurs dans une précédente édition. Pierre Dartout a tenu à rappeler combien les institutions monégasques restaient mobilisées à ce sujet. Nous avons dit que nous nous opposerions pas aux amendements parce qu'on voulait que le texte soit voté dans l'intérêt de la principauté, même s'il n'était pas parfait. En revanche, ce que j'ai laissé entendre, mais je peux le préciser aujourd'hui, c'est que nous avons fait une dernière lettre pour confirmer un certain nombre de choses et que dans notre lettre, il y a des points que nous avons mentionnés et qui se sont traduits par des modifications des amendements du Conseil national. Donc ce que je pense que ce que nous avons écrit n'était pas inutile totalement. Et le rendez-vous est pris à la rentrée pour être plus clair sur la méthode. La procédure, c'est qu'effectivement, le Conseil national a le dernier mot. Ce que peut faire le gouvernement, c'est retirer le texte, mais il le retire globalement. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et le bon équilibre, c'est qu'il n'est pas interdit au gouvernement de dire ce qu'il pense des amendements du Conseil. Ça me semble du bon sens. Et on est au cœur d'un système parlementaire normal. Le calendrier est contraint pour nous, mais ce n'est pas tellement pour nous, c'est pour toute la principauté. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Autre grand sujet, celui de l'Europe, et plus précisément celui des négociations avec l'Union européenne. Pour parler très clairement, un accord ne sera pas signé à n'importe quel prix. Nous restons, nous, déterminés à avancer. Sur la négociation, moi je persiste à penser deux choses. La première chose, c'est que un accord est nécessaire parce que la principauté ne peut pas rester isolée et que c'est une des négociations les plus importantes pour la principauté sur le plan international et notamment donc pour affirmer sa souveraineté depuis les négociations qui se sont tenues sous le règne du prince Régnier III concernant l'intégration au Conseil de l'Europe ou aux Nations Unies. Un pays, un territoire qui est isolé aura plus de mal à se diversifier que d'autres. Or, je pense que la diversification de l'économie est ici nécessaire, je dirais même inéluctable. Donc, il y a cette question-là qui me paraît essentielle. Donc nous allons poursuivre les discussions en essayant de trouver, et ça c'est pas un seul slogan, c'est une réalité, des solutions innovantes et concrètes pour essayer de trouver l'équilibre entre les exigences de l'Europe et nos intérêts. Et les intérêts, c'est notamment les priorités nationales et la conception du souverain, appelée ligne rouge, c'est-à-dire faire en sorte que les Monégasques puissent vivre, travailler et habiter dans leur pays. Il figure aussi sur la liste des dossiers importants. Le Gréco évalue les politiques de lutte contre la corruption mises en place par les institutions. Une visite est d'ailleurs prévue dans quelques mois, en novembre, sur le sol monégasque, après la fête nationale. Nous aurons une réunion d'évaluation parce que ces gens feront un autre rapport, dont nous aurons à discuter. Alors, sans attendre, on a pris, vous l'avez vu,
une ordonnance souveraine que le prince a signée, qui crée un dispositif qui s'applique dans un premier temps aux membres du gouvernement, au ministre d'État et aux 5 ministres conseillers, avec la création des comités d'éthique, le fait qu'on va faire appel à des déontologues, on a commencé déjà à le faire d'ailleurs, et troisièmement, qu'il y aura des déclarations de patrimoine, des déclarations d'intérêt. Tout cela pour garantir qu'ici, il y a une éthique et que nous respectons cette éthique. Des dispositions qui seront étendues à d'autres hauts fonctionnaires. Les déclarations ne seront pas rendues publiques. De l'éthique à la situation économique. Elle est très bonne. BTP, activités financières, commerce, hôtellerie, restauration, les voyants sont au vert. Je crois qu'on peut être assez optimiste sur la saison qui vient, sur le plan touristique, même si peut-être elle ne sera pas aussi excellente que l'année dernière. Pour une raison que certains hôteliers m'ont expliqué, ou restaurateurs plutôt, c'est que l'an dernier, il y a eu une délivrance, on sortait du Covid de façon définitive, semble-t-il, et donc il y a eu une certaine libération et les gens ont beaucoup voyagé, sont beaucoup sortis. Alors cette année, l'euphorie peut-être est moins nette, enfin on a quand même un taux d'occupation des hôtels qui, d'après ce que je crois savoir, dans les grands hôtels de la Principauté, un taux d'occupation qui est très satisfaisant. Cette conférence de presse a aussi été l'occasion d'évoquer que le ministre d'État a été reconduit dans ses fonctions. Pierre Dartout s'est dit honoré et a d'ailleurs rappelé sa loyauté à l'égard du souverain pour qui il a, je cite, une très grande estime. Pierre Dartout a également ajouté qu'il soutenait le prince Albert II dans ses actions et ses choix. Actions notamment suite à l'affaire des dossiers du Rocher, des dossiers actuellement entre les mains de la justice. Voilà donc pour les sujets qui ont été développés au cours de cette conférence et qui seront aussi au cœur de la rentrée de septembre. Merci Sandrine. En bref, la SMFC prépare son début de championnat qui reprendra le 13 août. Pour cela, on a appris la signature de l'international ghanéen Mohamed Salisu en remplacement dans l'axe d'Axel Dizazi qui devrait partir à Chelsea. Le nouveau défenseur monégasque a signé un contrat de 5 ans. Et dernière info footballistique, vous le voyez, le club vient de présenter son maillot noir et doré pour les matchs extérieurs. Les joueurs du Rocher portent actuellement ce maillot pour un match de préparation face à Arsenal ce mercredi. Et après Arsenal, l'ASM se déplace lundi pour rencontrer le Bayern de Munich avant le début du championnat de France, comme je vous l'ai dit, le 13 août. Un chiffre à présent, 207 €, c'est le montant qu'un fumeur dépense en moyenne par mois pour ses cigarettes. Malgré cela, les consommateurs sont de plus en plus nombreux et le marché ne cesse de se diversifier et cible désormais les jeunes. Avant d'aborder ce sujet, avec le président de l'Alliance contre le tabac, Juliette Rappert est allée à la rencontre des fumeurs pour connaître leurs habitudes. Sont-ils plutôt cigarettes traditionnelles ou cigarettes électroniques? Voici leur réponse. Si je fume quelque chose, c'est une cigarette. La cigarette électronique déjà pour le goût, parce qu'on peut choisir ce qu'on préfère. Moi je préfère les puffs, je fumais avant mais j'ai arrêté et la puff m'a bien aidé à arrêter franchement. Je ne fume pas. Cigarette normale, parce que j'ai toujours fumé ça. Moi je préfère la cigarette électronique aussi, par rapport au goût, et même on peut choisir son dosage de nicotine. En plus ça peut être un bon moyen pour arrêter la cigarette. Fumer une cigarette électronique pour arrêter le tabac traditionnel, pas sûr que ce soit une bonne idée. Voyons cela justement avec Émilie Rousseau qui s'est entretenue avec Loïc Josserand. Bonsoir Loïc Josserand. Bonsoir. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac. On le sait, le tabagisme demeure un fléau grave et pourtant on dirait que tout est fait pour nous inciter à consommer. Comment expliquer cela ? Alors effectivement, nous sommes face à une vraie difficulté parce que et les derniers chiffres français nous montrent qu'on a une légère augmentation du tabagisme en France à différentes classes d'âge et notamment et particulièrement chez les femmes. Mais tout ceci est aussi la volonté de l'industrie du tabac qui est derrière pour arriver justement à, hameçonner, prendre le plus vite possible et le plus tôt possible de jeunes consommateurs, parce qu'on sait très bien que les consommateurs jeunes d'aujourd'hui feront les clients fidèles des bureaux de tabac dans les années à venir et pour des décennies. Donc il en va de la survie de cette industrie, de piéger le plus vite possible les plus jeunes et en plus grand nombre pour s'assurer des clients fidèles sur 10, 15, 20, 30 ans. Faut-il s'inquiéter des alternatives proposées? Les cigarettes électroniques, les puffs par exemple, sont-elles aussi nocives que le tabac?
Alors, il faut effectivement s'en inquiéter parce que ça a été montré de façon très nette par le Haut Conseil de santé publique et le ministère de la Santé français. On est sur, aujourd'hui, un produit d'entrée dans le tabagisme. Ces puffs, pour ne pas les citer, ces cigarettes électroniques qui sont en théorie interdites à la vente aux moins de 18 ans sont effectivement faites et calibrées vraiment pour prendre les plus jeunes. On pourrait quasiment parler d'un prédateur pour la jeunesse, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va cibler les jeunes par l'aspect physique du produit, par les goûts proposés. Quand on voit des goûts litchi, banana, licorne. Alors licorne, j'ai découvert qu'il y a un produit, un parfum licorne. Je ne sais pas ce que peut sentir une licorne, mais j'imagine pas que ça sente forcément très très bon. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui va viser à attirer les jeunes, les attraper pour les faire rentrer dans l'addiction à travers le rituel du geste, aller acheter le produit, le déballer, le porter aux lèvres, le manipuler. On est déjà dans l'addiction. Et on sait très bien, et tous les fumeurs le disent d'ailleurs, la manipulation fait partie de l'addiction. Et donc, on les attrape le plus jeune possible, le plus vite possible, pour que derrière, la sortie, de toute façon, on va pas consommer un produit goût licorne toute sa vie. On va passer derrière à quelque chose qui va être un peu plus adulte, et le un peu plus adulte, ça va être du tabac. Oui, dans une enquête que l'Alliance contre le tabac a menée, 13% des adolescents âgés entre 13 et 16 ans ont déjà consommé de la puff. Tout à fait. On est sur ce travail original que nous avons mené. On est sur un produit qui est très bien connu des plus jeunes, très consommé par ces plus jeunes. Quand on considère que c'est un produit qui est arrivé sur le marché il y a à peine 2 ans, on a déjà 13% de consommateurs sur une classe d'âge qui est 13-16 ans, avec des débuts de consommation qui sont, et il n'est pas rare de voir des jeunes de 11-12 ans consommer ces produits-là. Et il faut arrêter de penser et de dire que ces produits-là sont faits pour sevrer les vieux fumeurs. Un vieux fumeur, il va pas aller acheter quelque chose qui ressemble à un stylo fluo pour se sevrer. S'il souhaite utiliser une cigarette électronique, ce qui est possible, il a à sa disposition des boutiques et tous les produits possibles qu'il peut préparer, qu'il peut acquérir. Il n'a pas besoin d'avoir un truc fluo marketé pour les gamins pour s'arrêter de fumer. C'est le marketing là, cible avant tout les jeunes et pas les vieux fumeurs qui ont envie de s'arrêter. Il y a suffisamment de moyens à disposition pour les vieux fumeurs, les anciens qui veulent s'arrêter, dans toutes les boutiques de vape notamment, pour trouver des solutions adaptées. Après, il y a d'autres moyens de s'arrêter de fumer, il n'y a pas forcément uniquement la cigarette électronique. Il faut prendre rendez-vous et contacter son médecin pour qu'il oriente et qu'il aide au mieux en fonction de chacun et en fonction des envies de chacun. On l'a bien compris, la puff est présentée un peu comme le dernier bonbon à la mode et pourtant c'est une véritable bombe à retardement. Quels sont les leviers de prévention ? Ouais, je pense qu'il faut déjà expliquer très convenablement aux jeunes ce que ça représente, que ça n'est pas, comme vous le dites, un bonbon, que c'est un produit addictif qui est fait pour les cibler, qu'il y a effectivement un danger pour eux qui est derrière de passer dans le tabagisme, ça c'est quelque chose d'important, et puis il y a aussi une dimension auquel ils devraient être sensibles, ces jeunes, c'est la dimension environnementale. On est sur un produit qui est fabriqué à l'autre bout de la planète, qui va être utilisé quelques dizaines de minutes, une demi-journée, une journée peut-être grand maximum, et qui va, le plus souvent malheureusement, finir par terre. Et dedans, il faut bien voir qu'on a un réservoir qui contient des résidus des liquides, une batterie au lithium, du plastique, un emballage qui là aussi on le voit régulièrement par terre, et tout ça finit dans la Méditerranée. Au-delà de la santé, de l'environnement, la consommation impacte aussi notre porte-monnaie. C'est le message que vous avez voulu faire passer à travers votre nouvelle campagne de communication. Le tabagisme est un produit, est une consommation qui effectivement, ça coûte cher. Et la volonté de porter et d'augmenter le prix du paquet est importante puisque on sait que c'est le principal levier qui va pousser à arrêter de consommer. Alors, il faut en même temps que ce levier soit utilisé de façon, j'allais dire, intelligente, et que cette augmentation de prix soit pédagogique, et surtout qu'elle soit programmée sur plusieurs années, pour que les fumeurs puissent se dire « Ah ben oui, ça va augmenter, je le sais, si je veux pas payer le paquet 15 € en 2025, il faut que je m'arrête maintenant. » Ça a une valeur, et cette valeur, peut-être qu'on peut la réinvestir dans quelque chose de plus convivial, de plus sympa, se faire plaisir, et sans forcément donner son argent systématiquement à l'industrie du tabac. Merci infiniment Loïc Josserand d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir. Merci.
Au revoir. La programmation de la 53e édition du Théâtre du Fort-Antoine s'est achevée ce mardi soir. À l'affiche, Le Beau Monde, proposé par l'École Parallèle Imaginaire, un spectacle plein d'humour et de gravité qui pose un regard original sur le XXIe siècle. Les détails dans ce reportage signé Vanessa Dessy, Alban Gingembre et Clélia Renaud. Comme vous le savez, les théâtres, c'était des lieux dans lesquels on s'assemblait pour s'endormir ensemble en écoutant des histoires. C'est un étrange rituel. 3 personnages venus du futur reproduisent des gestes oubliés. 2 hommes, une femme, debout, à l'allure guindée, un peu gauche, perpétuent le souvenir de pratiques archaïques. Entre scènes cocasses au ton déclamatoire, cette création collective explore le décalage d'un regard sur la banalité. Elle est née d'un questionnement peut-être sur la mémoire du temps long et comment on envisagerait notre époque si on la racontait sur un temps très long. Pas vraiment exhaustif, mais plutôt très subjectif dans les choix de rituels qu'on a faits. Alors il y a des rituels d'ordre très différents, à la fois la manifestation, le vote à bulletin secret, des choses très collectives, mais aussi des choses assez intimes, assez personnelles, comme un baiser, une danse à 2. Enfin, on essaie d'envisager l'ensemble de nos actes quotidiens sous l'angle de cette question du rituel et de sa codification. C'est une première collaboration pour ces 3 comédiens. Avec une mise en scène minimaliste, chacun a su adapter son jeu, une sorte de pari largement relevé. C'est vrai qu'il y avait un peu la question de... Enfin, moi je connaissais Rémi et ils se connaissaient entre eux et tout ça. Mais c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, donc on ne savait pas ce que ça allait donner, une création collective où en fait il faut tout écrire. Et donc écrire à partir d'improvisation, écrire à partir de textes, écrire à partir de nous 3 qui on était et avec Simon qui regardait aussi. Enfin je sais pas, c'était un peu un... On savait pas ce que ça allait donner et finalement ça a été quand même une très très belle aventure. Bien que 2 d'entre eux ont déjà joué sur les planches monégasques, ils portent un certain regard sur la principauté. Monaco c'est une ville un peu étrange quand même parce qu'elle est donc c'est pas la France d'ailleurs mais par rapport aux autres villes qui l'environnent elle est quand même assez différente. Il y a cette chose de la très grande richesse, il y a ces immeubles incroyables, enfin il y a beaucoup de choses qui rendent la ville un peu particulière. Et je trouve que ça fait presque le même effet que le spectacle, c'est-à-dire de jeter un regard légèrement décalé sur notre monde. Enfin moi j'arrive d'une région bien différente et en arrivant ici tout à coup je me sentais vraiment comme sur la lune quoi, pas sur la lune mais dans un autre monde. Et au fond c'est un peu ça qu'on cherche aussi avec ce spectacle donc c'est assez marrant finalement de venir jouer ici. Le Théâtre du Fort-Antoine vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle programmation avec encore plus de belles découvertes théâtrales. Animation culturelle toujours, les fans de bande dessinée japonaise se sont retrouvés ce mercredi après-midi à la bibliothèque Louis Notari pour un cercle de discussion autour des mangas. La nomination de ce rendez-vous s'appelait d'ailleurs Manga Blabla. Et au même moment, au parc Princesse Antoinette, un atelier lecture a été organisé en partenariat avec la Valise à Histoire. 2 séances ont été proposées pour les enfants de 2 à 3 ans et pour les enfants de 4 à 5 ans. Une info musique, le groupe de rap légendaire marseillais IAM sera en concert le 22 mars prochain à l'espace Léo Ferré. Ça sera un concert debout avec un prix unique de 36 €. Je vous conseille de réserver vos places assez vite. Je vais vous faire un petit cours d'histoire très rapide sur le club d'aviron de la Principauté. En 1888, naît la Société des Régates. En 1953, la Société des Régates se scinde en 2. D'un côté, la voile avec le Yacht Club et de l'autre, l'aviron avec la Société Nautique de Monaco. Cette société est affiliée à la Fédération Française d'Aviron et organise depuis 70 ans maintenant des compétitions en Principauté, mais participe aussi à de grands rendez-vous internationaux comme par exemple les Jeux Olympiques. Et avec nous pour en parler, nous sommes avec le président de cette société nautique, l'athlète olympien Mathias Raymond. Bonsoir. Bonsoir, Fabien Bonilla. La Société Nautique participe à de nombreuses compétitions. Quelles ont été les activités, le palmarès cette année ? S'il fallait retenir seulement quelques résultats, ça serait les 5 titres de champion de France qu'on a réussi à avoir cette année, que ça soit en rivière ou en aviron de mer. Et ensuite, l'autre fait notable, c'est qu'à chaque championnat de France auquel on a participé, on est revenu avec au moins une médaille autour du cou. Donc c'est pour nous une très belle satisfaction. Combien y a-t-il de licenciés au total ? Alors, de licenciés, on en compte un petit peu moins de 300.
Et en sachant qu'après, sur ces 300, on a, on va dire, une petite centaine qui est vraiment très active, et notamment chez les jeunes, où quasiment tous font de la compétition. Et après, on retrouve aussi évidemment des masters, des seniors, qui eux aussi sont compétiteurs. Et on a un groupe de rameurs qui est très actif, qui sont les rameurs loisirs. Et ceux-là, comme leur nom l'indique, viennent ramer pour se faire plaisir le week-end, entre midi et 2, les jours de semaine, pour voilà, trouver du plaisir sur l'eau et se sentir bien physiquement. Et se faire chauffer un peu les bras. Avec des fers de lance comme Quentin Antonielli, qui sont les leaders en quelque sorte dans le club ? Alors on a plusieurs leaders, mais effectivement on peut commencer par Quentin Antonielli qui pour l'instant est sans doute le meilleur d'entre eux. C'est notre rameur international monégasque qui a déjà participé aux Jeux Olympiques, c'était à Tokyo en 2020, et qui là justement est en pleine préparation pour les qualifications pour Paris 2024. Et il participera donc aux championnats du monde d'aviron élite qui vont se tenir au mois de septembre à Belgrade en Serbie. Ça sera la première étape de qualification pour les Jeux Olympiques, donc une étape très importante pour lui. Et ça va être complexe ou au contraire c'est juste une formalité pour lui à votre avis ? Non. Alors effectivement c'est très très compliqué puisque là c'est une première étape mondiale et donc on a tous les rameurs dans sa catégorie, le skiff, qui vont se retrouver, tenter leur chance. Et donc on va probablement avoir une quarantaine de participants et on sait que les 9 premières places sont très très compliquées à avoir. Donc lui sans doute fera de son mieux, on n'en doute pas. C'est son objectif clairement d'avoir son billet. Après on sait que la tâche est compliquée, mais c'est pas perdu pour autant si jamais il termine, on va dire 10e, puisqu'on a encore 2 autres étapes qui arriveront un peu plus tard dans la saison 2024, ça sera au printemps et ensuite au mois de juin. Et donc là il aura encore des chances d'obtenir son billet. Et là, ici, en Principauté, comment est-ce que les licenciés s'entraînent l'été ? Ça doit être un petit peu plus complexe avec toutes les sorties, les rentrées de bateaux dans le port et l'activité nautique à l'extérieur du port. Comment est-ce que ça se passe ? C'est les contraintes de Monaco auxquelles on se plie volontiers, on les accepte puisque c'est comme ça. On a énormément de trafic, que ce soit dans la marina ou même en baie de Monaco. Et donc à ça, nous, on a essayé d'adapter un petit peu notre fonctionnement en notamment demandant à tous nos rameurs de suivre scrupuleusement une ligne qui part en direction de Roquebrune, qui longe quasiment les côtes pour éviter de rentrer en collision avec les plaisanciers, les bateaux, les yachts qui sont là. C'est très grosse fréquentation sur ce bassin. Nos rameurs sont prudents et on a mis en place tout un tas de normes de sécurité à respecter. On part avec une radio sur soi pour contacter directement les entraîneurs, pour contacter la police maritime s'il le faut. Et après, donc, les rameurs viennent entre midi et 2, ou sinon ils viennent le soir puisqu'on est ouvert jusqu'à 20h tous les jours. Et après, évidemment, les samedis et dimanches matin de bonne heure pour profiter. C'est là généralement qu'on a un bassin le plus calme possible. Oui. Et puis vous proposez aussi, il me semble, de l'aviron pour des personnes qui ont eu des problèmes de santé, c'est ça ? C'est un tout nouveau programme qu'on a mis sur pied récemment et qui sera lancé à partir du mois d'octobre. C'est donc un programme qui s'intitule l'Aviron Santé et qui s'adresse aux personnes qui sont souffrantes d'affections longue durée. Et donc notre idée, c'est d'offrir des cours quasiment individualisés puisque les effectifs sont limités entre 6 et 10 personnes, encadrés par une personne diplômée de la Fédération française d'aviron et spécifiquement formée à ce programme pour que chacun des bénéficiaires puisse apprendre à travers l'aviron des activités motrices, donc la maîtrise du geste, mais aussi faire du renforcement musculaire et se réapproprier peut-être un corps qu'on a pu perdre à cause de la maladie. Et donc c'est d'essayer d'inciter ces personnes à mettre un petit peu plus de sport et d'activité physique dans leur vie. Et avant cela, donc en septembre, on suivra les résultats de Quentin Antonielli aux mondiaux en vue d'une qualification pour les JO. Merci d'avoir répondu à mes questions. Diana d'Orville est une marque haute couture qui est née en Principauté et qui rayonne aujourd'hui jusqu'en Chine. Focus sur cette success story signée Vanessa Dessy et Alban Gingembre. Une ode à l'artisanat et à la liberté de mouvement. Voici comment se définit la marque Diana d'Orville. Née en 2020 en Principauté, la créatrice s'inspire notamment des couleurs et du luxe de la Côte d'Azur. Proximité, circuit court, teinture naturelle, les parures sont confectionnées à partir de matières haute couture, françaises et italiennes, le tout dans une dimension éco-responsable. Inspirée par ma grand-mère, c'est son nom de jeune fille, qui est une de ces femmes très éclectiques, raffinées, un peu des années 60, ce côté un peu aristocrate européen, très fun, libre aussi.
C'est une marque, tout est fait à Paris, dans un atelier, à partir de matières soit upcyclées de maisons de haute couture françaises, soit que nous faisons avec des suppliers en Italie, au lac de Côme, qui est vraiment un berceau de la soie depuis les Medici, etc. Donc il y a toute une histoire autour de ça. L'idée, c'est vraiment d'allier le côté luxe avec sustainability. Après des études de business management à Londres et un master en relations internationales spécialisé dans le terrorisme à Bruxelles, Audrey intègre une agence événementielle à Monaco et c'est là que l'idée commence à émerger. C'est vrai que c'était très très loin de tout le côté un peu désuet, etc. de la mode. Mais je pense justement que tout ça m'a amené vers justement tout ce côté éco-responsable, etc. C'est en lisant tellement de papiers, etc. Dans ces études. J'ai eu un premier contact avec la mode en étant partie à Hong Kong. J'ai travaillé pour Hermès. Donc là, il y a eu aussi ce côté, je pense, qui se retrouve dans Diana Dorville, le côté poétique, le côté aussi de production très... je ne sais pas si responsable, parce que responsable aujourd'hui c'est un mot qu'on met un peu dans un fourre-tout, mais le côté très proche de la nature qui respecte ses rythmes, qui respecte et met en valeur énormément le geste et le côté artisanal que nous faisons aussi justement dans notre petit atelier parisien. Voilà. Avec des points de vente exclusifs à Paris, Saint-Barthélemy, Dubaï ou plus récemment Shanghai, Diana Dorville s'exporte aujourd'hui aux 4 coins du monde. Passons à la météo avec Vanessa Dessy. À quoi peut-on s'attendre pour jeudi ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le temps se dégradera durant la journée. Les températures oscilleront de 22 à 29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h19 et se couchera à 20h53 et nous fêterons les Lydie. Bonne fête aux Lydie donc. Merci Vanessa. Nous vous proposons un best-of pour les photos de fin de JT avec les meilleurs moments du mois de juillet et entre autres du rugby sur une barge flottante, un concert au Palais Princier et bien sûr le record du monde du 1000 féminin battu il y a quelques jours au Louis II lors du meeting Herculis. Vous retrouverez jeudi à 19h Émilie Rousseau à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.